Je m'appelle Nadia, j'ai 38 ans, et le jour de l'enterrement de ma mère, j'ai dit à voix haute, devant toute ma famille réunie, des mots que j'avais mis 6 semaines à écrire, des mots qui semblaient parler d'une femme disparue, et qui parlaient en réalité de quelqu'un d'autre. Ma sœur a lu l'éloge. En 3 lignes, elle a su qu'il parlait d'elle. Ce que j'ai fait ensuite, et ce que j'ai trouvé dans un coffre-fort bancaire 3 jours après l'enterrement, a changé la forme de notre famille pour de bon. Mais avant d'en arriver là, il faut que je te ramène au salon de notre appartement de Villeurbanne, un mardi de novembre, 2 heures après qu'on avait mis ma mère en terre, avec le tagine qui refroidissait sur la gazinière et les chaises pliantes que les voisines avaient montées depuis le 2. Si tu es là depuis le début, tu connais déjà ce genre d'histoire, celle où on t'a longtemps fait croire que ta place était plus petite que ce qu'elle était réellement. Mais si tu arrives pour la première fois, je te demande une chose avant qu'on commence. Abonne-toi pour ne pas rater la suite, parce que cette histoire se déroule en plusieurs temps et chaque partie compte. Et si tu regardes depuis chez toi ce soir, dis-moi d'où tu viens et quelle heure il est là où tu es. Je lis tous les commentaires. Maintenant, laisse-moi t'emmener au début. Ma mère s'appelait Fatima. Elle était aide-soignante, puis aide à domicile, puis rien du tout quand les genoux ont lâché, puis patiente. Elle a occupé dans cet ordre ses 4 rôles, et elle a toujours été meilleure dans les 3 premiers que dans le dernier, parce que le dernier supposait qu'on s'occupe d'elle, et elle n'avait pas beaucoup d'entraînement pour ça. On a grandi à 4 dans un appartement de 4 pièces rue Félix Faure. Mon père, ma mère, Leïla l'aînée, moi, et les 2 petits garçons après. Mon père faisait tourner une presse à imprimer dans une usine du quartier et rentrait avec de l'encre sous les ongles qu'aucun savon ne partait vraiment. C'était un homme silencieux, pas froid, silencieux. Il regardait ses enfants avec une espèce de fierté tranquille qui ne se formulait jamais complètement. Je lui ressemble. Ma mère m'avait dit ça, une fois, avec un sourire mi-tendre, mi-inquiet, comme si ressembler à mon père était à la fois une qualité et une forme de malchance. Leïla ne ressemble pas à mon père. Leïla remplit les pièces. Elle a toujours su comment faire ça. Arriver quelque part et devenir le centre de gravité sans qu'on comprenne vraiment comment le déplacement s'est opéré. À 11 ans, j'avais gagné un concours de rédaction à l'école. Ma mère avait encadré le diplôme dans le couloir. Leïla l'avait décroché 6 mois plus tard, en disant qu'il n'était pas à sa place. Ma mère ne l'avait pas raccroché. Ce que j'ai réalisé des années plus tard, c'est que ma mère n'était pas faible. Elle avait juste appris très tôt qu'il valait mieux ne pas nommer ce qu'elle voyait, parce que nommer les choses la rendait responsable du problème. Cette habitude s'est transmise à toute la famille comme une recette de cuisine dont personne n'a jamais pensé à questionner les ingrédients. Je travaille en communication institutionnelle. Je rédige des discours pour des directeurs d'hôpitaux, des plaquettes pour des services de soins, des textes pour des inaugurations et des cérémonies. Je sais ce que les mots font dans les corps des gens qui les écoutent. Je sais comment construire une phrase pour qu'elle atterrisse à l'endroit exact que vous avez choisi. C'est un métier discret, assez ingrat, que j'aime sincèrement, parce qu'il me donne une chose que ma famille m'a longtemps refusée. Il me donne la preuve que les mots que je choisis ont de l'importance. J'ai mis 6 ans à construire ce poste depuis une place d'assistante dans une agence de Lyon. J'ai payé mon master moi-même, avec un job en librairie le week-end. Je vis seule dans un T3 à Villeurbanne depuis 7 ans, je n'ai pas de voiture, j'ai 14 200 € de côté sur mon livret A, et je gère. Leïla m'a dit un jour, en aparté, que mon mode de vie était courageux, avec exactement le ton de quelqu'un qui dit courageux pour ne pas dire limité. Si tu veux comprendre quelqu'un qui ne t'estime pas vraiment, écoute les compliments qu'il te fait. Ils sont toujours plus révélateurs que les insultes. Ce que je n'admettrai probablement jamais à voix haute, c'est que j'ai longtemps cru qu'elle avait raison. Que mes 14 200 € sur livret A et mon T3 en location étaient la preuve que j'avais mal calculé quelque chose dans ma vie. Youssef, mon petit frère, l'électricien de Bordeaux, m'avait dit une fois en buvant un café dans ma cuisine: « T'as rien mal calculé.
T'as juste refusé de te faire aider par des gens dont l'aide coûte trop cher. Je n'avais pas répondu, mais j'avais pensé à cette phrase pendant des semaines. Si tu as déjà construit quelque chose tout seul dans ta vie, pendant que quelqu'un d'autre bénéficiait d'un réseau, d'un nom, d'un soutien que toi tu n'avais pas, et qu'on a quand même trouvé le moyen de te présenter ça comme un choix personnel, je crois que tu comprends déjà exactement où je veux en venir. Si ce que tu entends résonne, mets un like, abonne-toi pour la suite et partage avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Maintenant je continue. Youssef était là ce mardi de novembre dans le salon. Il avait fait Bordeaux-Lyon en TGV le matin même, costume sombre qu'il avait dû acheter pour l'occasion, la veste tirée légèrement sur ses épaules de quelqu'un qui travaille dehors. Et il portait la montre de notre père au poignet. Il avait l'air d'exactement ce qu'il était. Quelqu'un qui ne savait pas comment aider, mais qui était là quand même, présent et physiquement solide, comme une fondation qu'on ne teste jamais parce qu'on sait qu'elle tient. Le repas de famille avait commencé à se remplir vers 13 heures. Les cousins de Marseille, les voisines de l'immeuble, une amie de ma mère qu'on appelait Tata Zahira depuis l'enfance et qui n'était pas notre tante. Leïla avait organisé ça. Elle avait tout organisé en réalité, depuis la mort de maman. Le choix de la salle de cérémonie, le cercueil, le traiteur, l'ordre de passage au crématorium. Elle avait même imprimé un programme. Quand le prêtre, enfin l'imam, l'officiant, avait demandé si quelqu'un souhaitait prononcer quelques mots, Leïla s'était tournée vers moi avec un sourire parfaitement calculé et avait dit, devant les 80 personnes présentes, « Nadia écrit bien, c'est la seule chose qu'elle sait vraiment faire. » Je me souviens d'avoir senti le silence se suspendre une demi-seconde. Certains ont souri poliment. Youssef avait regardé ses chaussures. J'avais pris le micro. Dans l'éloge que j'avais préparé, il y avait une phrase sur ma mère. Une femme qui avait appris très tôt que s'effacer coûtait moins cher que d'occuper la place qui lui revenait. Et quand j'avais lu cette phrase, j'avais senti quelque chose de très précis sur ma gauche, là où Leïla était assise. Un léger changement de rythme dans sa respiration. Pas grand-chose. Presque rien. Mais je m'en souviens. En terminant, j'avais remercié ceux qui ont su rester discrets dans les moments où d'autres prenaient toute la lumière. Personne n'avait compris. Sauf Youssef, qui avait levé les yeux vers moi avec quelque chose d'indéchiffrable dans le regard. Et sauf Leïla, qui avait arrêté de hocher la tête une demi-seconde de trop. Ensuite, on avait mangé le tagine, et personne n'avait rien dit. Mais moi, je savais que quelque chose avait commencé. Quelque chose que j'avais préparé depuis plus longtemps que ce mardi de novembre, depuis bien avant la mort de ma mère, depuis la première fois que j'avais compris que certaines vérités ne peuvent pas se proclamer. Elles doivent simplement être écrites avec suffisamment de soin pour que les seules personnes capables de les lire soient précisément celles qui ont quelque chose à se reprocher. Ce que je ne savais pas encore, c'est ce que j'allais trouver dans un coffre-fort bancaire 3 jours plus tard, et que ça rendrait tout ce que j'avais fait ce jour-là, non pas suffisant, mais seulement le commencement. Les 4 premiers jours après l'enterrement ont un goût particulier que je n'avais jamais eu avant, et que j'espère ne plus jamais avoir. Quelque chose entre l'anesthésie et la logistique. Tu fonctionnes, tu réponds aux mails des pompes funèbres, tu signes des formulaires à la mairie, tu tries des papiers dans une cuisine qui sent encore le fond de placard de quelqu'un d'autre. Tu fonctionnes, et derrière ce fonctionnement, il y a quelque chose de chaud et d'informe que tu ne regardes pas directement, parce que si tu le regardes, tu ne peux plus faire les formulaires. La relation que j'avais avec ma mère était complexe. Elle m'aimait, je crois, d'une façon réelle, mais elle ne savait pas comment me le montrer sans que Leïla le perçoive comme un manque pour elle-même, et alors elle choisissait souvent de ne rien montrer du tout. Je n'avais pas pleuré à l'enterrement. J'avais lu mon éloge d'une voix posée, j'avais serré des mains, j'avais mangé du tagine froid, et le soir, en rentrant dans mon T3, je m'étais assise sur le parquet de la cuisine, avec le dos contre le frigo, pendant 22 minutes sans bouger. J'avais chronométré. Ce n'était pas du chagrin, c'était quelque chose de plus ancien, quelque chose qui ressemblait à du soulagement, et dont j'avais honte dans une proportion à peu près égale. Leïla, pendant ces 4 jours, avait pris en charge ce qu'elle appelait
la partie administrative, ce qui voulait dire le notaire, les comptes, les assurances-vie, le livret A de maman qui contenait 23 400 € et la succession en général. Elle avait choisi le notaire, elle avait fixé le rendez-vous, elle avait préparé le dossier. Le troisième jour, elle m'avait envoyé un message pour me dire que le rendez-vous était le vendredi à 14 heures et qu'elle s'était assurée que tout était en ordre. Cette formulation, s'était assurée, m'avait fait quelque chose dans l'estomac que je n'avais pas su nommer sur le moment. Quelque chose de froid. Je me souviens que c'est ce soir-là que j'avais sorti mon carnet et que j'avais noté « Pourquoi elle a besoin que tout soit en ordre avant que je voie quoi que ce soit ?» Je n'avais pas dormi avant 2 heures du matin. Le lendemain matin, en cherchant les coordonnées de la banque de ma mère dans les papiers que j'avais récupérés, j'avais trouvé un relevé de coffre-fort. Un coffre-fort dont je ne savais pas qu'il existait, ouvert au nom de ma mère il y a 12 ans, avec 2 co-accédants désignés, Leila et moi. On avait tous les deux les droits. J'avais appelé la banque. Une voix neutre m'avait confirmé que le coffre avait été ouvert 2 fois au cours des 6 derniers mois. Une première fois par Leila, avec procuration signée par ma mère, 2 fois, et une deuxième fois par ma mère elle-même, seule, 3 semaines avant son dernier diagnostic. Je me souviens d'être restée immobile, avec le téléphone contre l'oreille, pendant assez longtemps pour que la conseillère me demande si j'étais encore là. J'étais encore là. Je me demande si tu t'es déjà trouvé dans une situation où quelque chose que tu ne cherchais pas te tombe dessus, et la première chose que tu ressens, ce n'est pas la surprise. C'est une espèce de reconnaissance froide, comme si ton corps savait avant ta tête. Mets-le en commentaire si tu vois de quoi je parle. Je les lis tous. Le rendez-vous chez le notaire avait eu lieu le vendredi. Leila était arrivée avec un dossier que j'estimais à 2 cm d'épaisseur. Chemise cartonnée, intercalaire de couleurs. Elle avait préparé ça depuis un moment. Le notaire s'appelait Maître Vasseur, une femme de 50 ans environ, efficace, pas froide, qui avait lu le testament à voix haute, avec le débit de quelqu'un qui fait ça plusieurs fois par jour. Il y avait des choses que je ne reconnaissais pas. Le livret A, 23 400 €, attribué intégralement aux enfants de Leila, en legs direct. Une disposition que je n'avais pas vue quand j'avais lu le testament original avec ma mère 3 ans auparavant, quand elle était encore lucide, et que nous étions assises toutes les deux dans ce même salon rue Félix-Faure, avec les volets mi-clos. Je n'avais rien dit. J'avais regardé les mains de Leila posées sur la table. Leila a les mains de ma mère, longues, fines, des ongles soignés. Et quand Leila est sûre d'elle, ses mains sont immobiles. Quand elle a peur, elle les bouge. Elle arrange une mèche, croise et décroise les doigts. Ce vendredi-là, ses mains étaient parfaitement immobiles sur toute la durée de la lecture. Ce que je n'admettrai probablement jamais à voix haute, c'est que j'avais failli dire quelque chose à ce moment-là. Faire une objection, sortir mon téléphone, montrer quelque chose. J'avais failli. Ce qui m'avait arrêtée, c'était une certitude très simple. Je n'avais pas encore assez. Pas encore. J'avais signé ce qu'on me demandait de signer. J'avais remercié Maître Vasseur. J'avais suivi Leila dans l'escalier de l'étude notariale et dans la rue où novembre faisait ce qu'il fait à Lyon en novembre. Bruine fine, odeur de pavé mouillé, lumière qui capitule à 16h30. Leila m'avait dit, sur le trottoir, « Je suis contente qu'on ait réglé ça rapidement. Maman aurait voulu qu'on soit efficace. » J'avais dit « Oui. » J'étais rentrée chez moi. J'avais appelé la banque depuis mon T3 et j'avais demandé à me rendre au coffre le lendemain matin. Le coffre était dans une agence du 3e arrondissement. Une grande pièce aux murs beige, des portes métalliques numérotées, une lumière froide et zélée. La conseillère m'avait laissée seule. Le coffre contenait 4 enveloppes et une liasse de titres de propriété d'une assurance-vie que j'ignorais. Dans la 3e enveloppe, une enveloppe Kraft non fermée, une photocopie d'un testament. Le testament original, écrit à la main par ma mère, avec la date, 4 ans auparavant, et sa signature caractéristique, avec le double accent circonflexe sur le A de Fatima.
Ce testament-là divisait la succession en 4 parts égales entre ses 4 enfants. Il n'y avait aucun legs direct aux petits-enfants. Il n'y avait pas les 23 400 € attribués ailleurs. Avec le testament, une lettre pliée en 3, sur papier blanc ligné, de l'écriture de ma mère. L'enveloppe était adressée à moi, Nadia. Juste mon prénom, en arabe et en français. Je suis restée debout dans cette pièce au mur beige pendant un moment que je n'ai pas mesuré. La lettre disait des choses que je ne te lirai pas entièrement, elles m'appartiennent. Mais elle disait ceci, entre autres. Ce que je voudrais que tu saches, c'est que je t'ai vu, pas assez souvent, pas assez fort, mais je t'ai vu. Et puis elle disait, dans le dernier paragraphe, une phrase sur Leïla, une phrase sur quelqu'un qui prend la place des autres sans s'en rendre compte, parce qu'elle a toujours cru qu'elle méritait un peu plus que ce qu'on lui donnait. Je la connaissais, cette phrase. Je l'avais écrite moi-même, dans les loges. Pas parce que je l'avais copiée sur ma mère, je n'avais pas lu cette lettre avant, mais parce que nous avions toutes les deux observé la même personne, des places différentes, pendant des décennies, et nous avions abouti au même mot. J'ai replié la lettre. Je l'ai mise dans mon sac, contre le stylo Mont-Blanc de mon père. Je suis sortie dans la rue du 3e arrondissement, et j'ai marché jusqu'au Rhône, et j'ai regardé l'eau qui était grise et rapide, et pour la première fois depuis des semaines, peut-être depuis des années, j'ai pleuré. Pas pour ma mère, pour ce qu'elle avait essayé de faire, seule, dans une salle beige de banque, 3 semaines avant son dernier diagnostic, pendant que Leïla organisait des rendez-vous médicaux et croyait contrôler l'histoire. Ce que je n'avais pas encore décidé, c'est ce que j'allais faire avec tout ça. Ce que je savais, c'est qu'il me fallait appeler quelqu'un. Pas Leïla, pas les frères, pas encore. Il me fallait appeler la première notaire, Maître Alaoui, celle que ma mère avait consultée 4 ans auparavant, celle dont le nom était en bas du testament original, celle que Leïla n'avait pas choisie. Son numéro était dans les papiers du coffre. J'avais composé le numéro en marchant le long du fleuve. Elle avait décroché à la 3e sonnerie. Et ce qu'elle m'avait dit en 10 minutes avait confirmé ce que je n'avais pas encore osé formuler complètement. Ce qui m'avait surprise, dans tout ça, et je n'aurais pas dû être surprise, mais je l'étais quand même, c'était à quel point le quotidien continuait à ressembler à du quotidien. Je me levais le matin, je faisais du café, je regardais la cour intérieure depuis ma fenêtre de cuisine, les pigeons sur le bord de la gouttière d'en face. J'allais travailler. Je rédigeais un rapport annuel pour un service de chirurgie digestive de la Croix-Rousse, quelque chose sur les parcours de soins innovants, et les mots venaient, proprement, dans l'ordre, comme ils viennent toujours quand il s'agit du travail des autres. Je rentrais, je dînais, et le soir, je m'asseyais à ma table avec l'enveloppe Kraft et la lettre de ma mère, et le carnet où je prenais des notes depuis une semaine, et je travaillais à quelque chose que je n'aurais pas pu expliquer facilement si quelqu'un ne l'avait demandé. Un soir, une chanson était passée à la radio, une chanson que ma mère aimait, une vieille chanson de Nas El Ghiwane que mon père avait sur une cassette dans les années 90 et qu'on entendait parfois le dimanche matin depuis la cuisine. Et j'avais dû m'asseoir par terre dans le couloir, dos contre le mur, les 2 mains à plat sur les cuisses, et attendre que ça passe. Ce n'est pas agréable, ce genre de moment. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas ce que les gens voient de toi quand tu lis un éloge d'une voix posée devant 80 personnes. Maître Alaoui m'avait rappelé 2 jours après notre premier échange téléphonique. Elle avait consulté ses archives. Elle avait les copies de travail du testament original, ses propres notes, ses propres versions préparatoires. Elle m'avait expliqué, avec la précision d'une femme qui mesure chaque mot, ce qu'elle appelait des incohérences formelles dans le document présenté par Leïla chez Maître Vasseur. Elle ne pouvait pas conclure seule. Il faudrait une vérification. Il faudrait mettre les documents côte à côte, faire intervenir un expert si nécessaire. Mais elle avait dit, et j'avais noté cette phrase exacte, « Ce que je peux vous dire, Madame Ferrouki, c'est que le testament que votre sœur a présenté n'est pas celui que j'ai rédigé avec votre mère. » J'avais raccroché.
J'étais restée immobile à ma table de cuisine, avec le stylo de mon père dans la main. Il y avait un déjeuner familial chez les cousins de Marseille la semaine suivante, une réunion informelle dont Leïla avait pris l'initiative sous prétexte de se retrouver en famille après l'épreuve. J'avais failli ne pas y aller. Youssef m'avait appelé la veille pour me dire qu'il y serait. Il avait fait un détour depuis Bordeaux. Je n'avais pas pu refuser. Le déjeuner avait eu lieu dans un appartement du 9e arrondissement de Marseille, vu sur la mer au loin depuis la terrasse, un couscous royal que la cousine Samira préparait mieux que personne. Leïla avait raconté l'enterrement 2 fois. Une fois au cousin qui n'avait pas pu venir, une fois à Tata Zahira qui arrivait de Villeurbanne. Elle avait dit, en passant, que l'éloge était joli, un peu confus, mais Nadia a toujours eu du mal à aller à l'essentiel. Je n'avais pas répondu. Youssef avait posé sa cuillère. Il avait dit, calmement, sans chercher à faire d'effet, « Je n'ai pas eu cette impression. Moi j'ai trouvé que chaque mot était exactement à sa place. » Il y avait eu un silence. Pas long, 2, 3 secondes. Mais un silence réel, pendant lequel Leïla n'avait rien dit, et les cousins avaient regardé leurs assiettes. C'était un moment minuscule. Personne d'autre n'y avait vraiment prêté attention. Mais moi j'avais regardé Youssef, et il m'avait regardé. Et dans cet échange muet, il y avait eu quelque chose de très simple. Il savait. Pas tout, pas encore. Mais il savait que quelque chose n'allait pas, et il avait choisi mon camp sans me demander de justification. Je ne lui avais pas encore montré l'enveloppe Kraft. Je n'étais pas encore prête. Mais en rentrant de Marseille dans le train, j'avais ouvert mon carnet et j'avais commencé à écrire la convocation. Pas une lettre, pas un mail, une convocation. Une réunion dans l'appartement rue Félix Faure, qui n'avait pas encore été mise en vente, pour régler les derniers objets personnels. J'avais envoyé le message à Leïla, à Youssef et à Maître Alaoui. Ce que j'avais décidé de faire avec l'enveloppe Kraft, le testament original et la lettre de ma mère. Je n'allais pas le faire chez un avocat. Je n'allais pas écrire un mail de 10 pages. Il y avait un endroit précis où ces vérités devaient être dites, dans le salon de maman, face à Leïla, devant Youssef. Et j'avais besoin que Maître Alaoui soit là pour dire ce qu'elle seule pouvait dire avec autorité. Ce soir-là, en rentrant dans mon T3, le téléphone avait sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. La réunion avait lieu un samedi, à 10 heures. L'appartement rue Félix Faure était vide depuis l'enterrement. Les meubles encore là, les photos encore sur les murs, l'odeur de cette maison-là que je ne saurais jamais nommer précisément. Quelque chose entre la cire d'abeille sur les vieux meubles, le tilleul de la tisane du soir de ma mère, et quelque chose de plus ancien, de plus personnel, qui appartient à cette famille et à personne d'autre. J'étais arrivée la première. J'avais ouvert les volets. La lumière de novembre entrait obliquement, dorée et froide, et posait des rectangles pâles sur le parquet. J'avais mis la table basse, pas la table de la cuisine, la table basse du salon, la table centrale, et j'avais posé dessus l'enveloppe Kraft, fermée. Juste ça. Youssef était arrivé 20 minutes plus tard, veste sur les épaules, café dans une tasse en carton qu'il avait apporté de la boulangerie d'en bas. Il m'avait regardé, puis avait regardé l'enveloppe, puis avait dit « Tu vas bien ?» J'avais dit oui. Ce n'était pas exactement vrai, mais c'était suffisamment vrai pour ce moment-là. Il avait posé son café et s'était assis sur le canapé sans rien demander de plus. Maître Alaoui était arrivé à 9h50, manteau sombre, cartable en cuir. Elle m'avait serré la main avec la solidité d'une femme habituée aux situations où les mots doivent être justes ou ne pas être prononcés du tout. Je lui avais montré le carnet de ma mère, la couverture bordeaux, l'écriture serrée, et je lui avais dit ce que je comptais faire. Elle n'avait pas répondu tout de suite. Puis elle avait dit « Je suis là en tant que notaire de votre mère, pas pour prendre parti, pour dire ce que les documents me permettent de dire. » C'était exactement ce dont j'avais besoin. Leïla était arrivée à 10h05. Tailleur, pantalon noir,
chemisier ivoire, les perles fines aux oreilles, les perles de la grand-mère maternelle que je savais avoir été destinées aux deux sœurs. Elle avait vu maître Alaoui, et quelque chose avait traversé son visage. Pas de la surprise, quelque chose de plus maîtrisé que la surprise, une recalculation rapide. Elle s'était assise dans le fauteuil de ma mère, face à la fenêtre, comme elle le faisait toujours. Toujours ce fauteuil, toujours cette place. J'avais attendu qu'elle soit installée, puis j'avais sorti du carnet Bordeaux 3 feuilles que j'avais photocopiées. J'avais dit « Avant qu'on parle de quoi que ce soit d'autre, je voudrais te lire quelque chose. » Leïla avait dit « Nadia, si tu veux contester la succession, tu aurais dû en parler au notaire, pas organiser une… » Je n'avais pas attendu qu'elle finisse. J'avais lu à voix haute 3 lignes du carnet de maman. 3 lignes sur quelqu'un qui prend la place des autres sans s'en rendre compte, parce qu'elle pense qu'elle mérite toujours un peu plus que ce qu'on lui donne. Et je n'avais pas eu besoin de dire son nom. Leïla avait reconnu l'écriture de notre mère sur les feuilles que je tenais. Et dans ses yeux brun noisette qui calculent toujours vite, j'avais vu le moment exact où elle avait compris que cette phrase et l'éloge funèbre étaient la même phrase. Que j'avais écrit l'éloge avec les mots de maman. Que maman et moi avions vu la même chose, depuis 2 places différentes, pendant toute une vie. Il y avait eu un silence. Leïla avait dit très bas, « Elle n'aurait pas écrit ça. » Maître Alaoui avait sorti ses documents. Elle avait posé le testament original, sa copie de travail, ses notes préparatoires, à côté du testament présenté chez Maître Vasseur. Elle avait dit, avec le même débit précis qu'elle réservait aux faits. Le document présenté par Madame Ferrouki Chaban présente des incohérences que je ne peux pas expliquer sans expertise graphologique. La date de la clause concernant les legs directs aux petits-enfants a été ajoutée avec un stylo différent de celui utilisé pour le reste du document. Ce n'est pas une conclusion juridique, c'est ce que je vois. Youssef était assis sur le canapé et ne bougeait pas. Il regardait Leïla. Leïla regardait les 2 documents côte à côte sur la table basse. Et je regardais ma sœur, vraiment, peut-être pour la première fois depuis très longtemps, je la regardais comme quelqu'un que j'avais connu toute ma vie et dont je voyais enfin le visage complet. Pas le visage de performance, pas le visage de la fille dévouée, de la directrice commerciale, de l'organisatrice parfaite. Le visage de quelqu'un qui avait eu peur. Peur de ne pas être assez. Peur que sans l'argent de maman, la surface de sa vie ne se soutienne plus. Peur d'être vue comme ordinaire. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas de la rédemption. Mais c'était réel. Elle n'avait pas pleuré. Son visage s'était fait plat, comme une surface dont on a retiré quelque chose. Elle n'avait rien dit pendant assez longtemps pour que le silence devienne inconfortable. Puis elle avait dit, très doucement, « Maman n'aurait pas voulu ça. » J'avais ramassé l'enveloppe Kraft. Je l'avais laissée sur la table avec les documents de Maître Alaoui. Et j'avais dit une seule chose. « Je ne veux pas plus que ma part. Je veux juste que personne ne prenne la mienne. » J'étais sortie. J'avais pris les escaliers. Dans la cage d'escalier qui sentait la même chose depuis 38 ans, vieux bois, peinture, légèrement humide, j'avais posé la main sur la rampe et j'avais respiré, juste respiré, jusqu'à ce que mes jambes acceptent de me porter jusqu'au rez-de-chaussée. Dans les semaines qui avaient suivi, les choses s'étaient déroulées d'elles-mêmes, sans que j'aie à les pousser. Maître Vasseur avait été informé des incohérences par Maître Alaoui. Une expertise graphologique avait été demandée. La succession avait été suspendue. Youssef m'avait appelé le soir même de la réunion, depuis l'appartement rue Félix Faure, où il était resté après mon départ, pour me dire, simplement, « Elle est partie sans rien emporter. » Leïla ne m'avait pas rappelé. Les cousins de Marseille avaient entendu des versions différentes de ce qui s'était passé, des versions où j'étais une sœur jalouse et procédurière, des versions où je défendais la volonté de notre mère. Je ne m'étais pas expliquée. Je n'avais pas cherché à corriger le récit. La vérité était dans les documents, et les documents étaient maintenant entre des mains compétentes. Samira,
la cousine du couscous royal, m'avait envoyé un message 3 semaines plus tard. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ta mère t'aimait beaucoup. Elle me parlait de toi. Je n'avais pas su quoi répondre. J'avais mis du temps à répondre. Une autre femme, que je connaissais de loin, une amie d'amis de Villeurbanne, m'avait contactée pour me dire qu'elle avait entendu l'éloge en vidéo, Youssef l'avait filmé sans me le dire, et que ça lui avait fait quelque chose. Je n'avais pas su non plus quoi répondre à ça. Le droit à l'héritage de notre mère nous était revenu, à ma sœur et moi et nos frères, en 4 parts égales, conformément au testament original. 23 400 € divisé par 4. 5 850 € chacun, plus le reste de la succession en cours d'inventaire. Ce n'est pas une fortune. Ma part du livret A n'allait pas changer le cours de ma vie, mais ce n'était pas une question d'argent. Ça n'avait jamais été une question d'argent. Ça avait été une question de ce que les mots de ma mère, consignés dans un coffre-fort qu'elle avait eu la prévoyance d'ouvrir à mon nom autant qu'au sien, valaient encore après sa mort. Il y a quelque chose que j'ai compris dans ce long mois de novembre, quelque chose que j'aurais du mal à formuler à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Ce n'est pas la colère qui libère. La colère, c'est de l'énergie, elle te fait avancer, mais elle ne te libère pas vraiment. Ce qui libère, c'est la précision. C'est le moment où tu poses les bons mots au bon endroit, devant les bonnes personnes, et où tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit parce que la vérité se lit d'elle-même. J'avais écrit une dernière lettre, pas à Leïla, pas pour être lue par elle, à ma mère. Une lettre que je n'avais envoyée nulle part, que j'avais simplement lue à voix haute dans mon T3, assise à ma table de cuisine, avec le stylo de mon père dans la main. Je lui avais dit que j'avais compris son carnet, que j'avais reçu ce qu'elle avait essayé de me donner, que les mots qu'elle avait écrits m'avaient rejointe, même depuis l'autre côté de quelque chose que je n'arrive pas encore à nommer. Youssef avait lu la lettre, je la lui avais envoyée après, sans savoir pourquoi, et il m'avait rappelé pour me dire, de sa voix de quelqu'un qui ne fait jamais de discours, « C'est exactement ce que tu es ». Ce n'était pas une phrase élaborée, mais c'était la phrase dont j'avais besoin depuis 48 ans de vie. Non, depuis 38 ans, depuis 11 ans, depuis le diplôme décroché du mur dans le couloir de Villeurbanne. La phrase que quelqu'un qui te connaît vraiment dit quand il n'y a plus rien à justifier. Je m'appelle Nadia, j'ai 38 ans, et je sais maintenant ce que ça fait d'être vue par les mots de quelqu'un qu'on a perdu, et de comprendre qu'on a toujours été visible, même dans les années où on croyait avoir été effacé. Avant que tu partes, je veux te demander quelque chose. Est-ce que quelqu'un t'a déjà laissé un message, une lettre, un carnet, une phrase dite juste avant de partir, que tu n'as compris que longtemps après? Mets-le en commentaire, je les lis tous. Et si cette histoire t'a accompagné jusqu'ici, si tu as reconnu quelque chose dans le silence de Nadia, dans le fauteuil de Leïla, dans les mains immobiles et les mots qu'on choisit avec soin quand on ne peut pas crier, alors like cette vidéo, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine histoire, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir que les mots qu'on écrit avec précision finissent toujours par trouver les seules personnes capables de les lire.